Bonjour à vous tous. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre émission Santé intime. Je suis Henriette Francine et je suis accompagnée du Dr Solano, qui est médecin sexologue et qui va nous parler aujourd'hui d'une question qui concerne beaucoup de jeunes couples au début de leur vie sexuelle. Il s'agit du vaginisme. Je tiens à préciser que cette émission a été élaborée autour de la question d'un abonné qui est Jean et qui a dit « Je vous ai entendu parler de vaginisme, Dr Solano, et c'était la première fois que j'entendais ce terme. De quoi s'agit-il et comment se manifeste le vaginisme ?» Bonjour, Dr Solano. Bonjour, Henriette. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, pour répondre à Jean et certainement à d'autres comme lui qui se posent la question, c'est quoi exactement le vaginisme ? Le vaginisme, c'est quelque chose de très fréquent et ça correspond souvent à ce qu'on appelait autrefois les mariages non consommés. C'est une phobie de la pénétration, donc chez une femme, et donc en cas de vaginisme, eh bien, c'est complètement impossible d'avoir un rapport sexuel avec pénétration. Et pourquoi le vaginisme rend-il la pénétration impossible chez la femme ? Alors, quand une femme souffre d'un vaginisme, dès qu'on approche quelque chose de sa vulve, son corps réagit pour la protéger. Donc, il se produit une contraction réflexe et automatique très forte des muscles qui entourent l'entrée du vagin. Et cette contraction, elle est réflexe, ça veut dire qu'elle est totalement involontaire, qu'elle est incontrôlable et qu'elle empêche complètement la pénétration, elle empêche d'entrer à l'intérieur du vagin. Et donc, en cas de vaginisme, une contraction réflexe comme ça peut empêcher plusieurs choses d'entrer dans le vagin. Ça peut empêcher un tampon d'entrer, ça peut empêcher un doigt d'entrer, ça peut empêcher le spéculum d'un gynécologue d'entrer, mais ça peut aussi bien sûr empêcher le sexe masculin d'entrer. Donc, le fait qu'on parlait souvent de mariage non consommé, c'est le fait qu'il n'y avait pas de pénétration possible sur le plan d'un rapport sexuel. Et des personnes peuvent comme ça être mariées depuis des mois, voire des années, et toujours ne pas réussir à avoir de pénétration. Moi, j'ai des fois des couples qui sont mariés depuis 10-15 ans, qui viennent pour ce problème qui a débuté au début de leur vie sexuelle. Ouais. Alors, tel que vous expliquez, je comprends que même si le couple insiste, la pénétration va rester impossible. Oui, tout à fait. Si on insiste, il y a un vaginisme. La femme, son vagin se resserre, donc impossible de faire une pénétration. On se dit, on va insister, on va pousser plus fort, on va essayer de rentrer. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que la femme, elle a très mal et la contraction réflexe, elle se contracte encore plus fort et le problème, il empire. Donc, insister, ça fonctionne pas bien. Et est-ce que le vaginisme est un problème fréquent, docteur ? Tout à fait, c'est un problème très fréquent, le vaginisme. On estime que les femmes qui en souffrent, ça représente 2 à 5% des femmes. Ça paraît un petit pourcentage, mais sur toute la population, ça veut dire que c'est quand même très fréquent. Mon interprétation est peut-être biaisée, mais si j'ai bien compris, les couples qui souffrent, où la femme souffre de vaginisme auront du mal à avoir une relation sexuelle stable. Oui, attention, ces couples ont généralement une vie sexuelle quand même, même s'il n'y a pas de pénétration vaginale, ils ont souvent une vie sexuelle relativement épanouie, parce que le vaginisme, ça permet quand même d'avoir des relations sexuelles, une vie amoureuse. Ces personnes-là, en général, ont du désir. Les femmes, la plupart, elles me disent, j'ai une bonne lubrification, pourtant je comprends pas, j'ai du désir, j'ai envie que ça se fasse, mais ça se bloque, comme c'est involontaire, elles n'ont pas envie que ça se bloque, mais ça se bloque tout seul. Donc, on peut pas dire que ces couples n'ont pas de vie sexuelle. Et donc, pourquoi le vaginisme dure-t-il longtemps chez certaines femmes? Et pourquoi est-ce que les personnes concernées consultent très rarement? Justement, en cas de vaginisme ou de mariage non consommé, il y a trop peu de femmes et trop peu de couples qui consultent assez vite. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont une impossibilité de réaliser la pénétration. Ils se disent, on va bien finir par réussir quand même. Au début, c'est peut-être normal que ça soit pas facile. C'est son premier rapport. On va attendre. Donc, c'est quand même normal d'attendre un peu. Mais ce qui se passe quand ça commence à durer plusieurs semaines, plusieurs mois, les femmes, elles ont honte. Elles se disent, mais je suis vraiment nulle, quoi. Je suis pas normale. Toutes mes copines y arrivent parce qu'elles peuvent en discuter. Des fois, elles en parlent à leurs amis, des fois pas. Et donc, comme elles ont un vaginisme, c'est qu'il y a un blocage. Elles ont peur de voir un gynécologue parce qu'elles se disent, ou un médecin, en se disant, si j'ai un examen gynécologique, ça va être horrible parce que elles se bloquent à ce moment-là. Enfin, leur corps se bloque. Et assez souvent, c'est le désir d'enfant qui pousse les couples à consulter. Ils se disent, si on n'a pas de pénétration, on va pas avoir d'enfant. Donc, là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, il faut savoir que dans le vaginisme,
la plupart du temps, le corps est parfaitement normal et rien n'empêche qu'une grossesse survienne. Il y a simplement un blocage à la pénétration. Et donc, si le vaginisme perdure, s'il faut du temps pour le soigner, on peut quand même obtenir une grossesse, même avec un vaginisme et une impossibilité de pénétration. Il y a des couples qui mettent en route une grossesse. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent une petite pipette. Ils prennent du sperme, ils l'insèrent dans le vagin. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il y a un blocage pour la pipette. Mais en fait, c'est tellement plus petit que généralement, on arrive à mettre du sperme. Et il y a des couples que je connais qui ont réussi à avoir un bébé avant de résoudre le vaginisme. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler des causes du vaginisme? Oui, bien sûr. Le vaginisme primaire, c'est plus fréquent. C'est un vaginisme qui commence dès le début de la vie sexuelle. C'est une femme qui a jamais pu avoir de pénétration de sa vie. C'est pas pareil le vaginisme secondaire, c'est-à-dire une femme qui a une vie sexuelle qui se passait bien et qui à un moment a un vaginisme. Souvent c'est un peu différent, mais le plus souvent c'est des vaginismes primaires, donc mariage non consommé on dit, et ça peut être dû à plusieurs choses. Ce qui est relativement fréquent et pas très connu, c'est la perte d'un tout jeune enfant dans l'entourage, un décès d'un petit enfant, d'un bébé, un frère, une sœur, un choc psychologique, le corps se bloque quelque part dans ces cas-là, ça peut arriver. Ça peut être aussi assez souvent un traumatisme au niveau de la zone sexuelle, c'est-à-dire par exemple un examen gynécologique un peu trop brutal, un accident qui touche cette zone-là. Ça peut être aussi... Moi, j'ai une patiente, par exemple, sa maman a voulu lui mettre un tampon le premier jour où elle a eu ses règles, de force, alors qu'elle n'en voulait pas. Bon, ben, c'est un traumatisme pour la zone sexuelle parce que cette petite jeune fille, elle voulait pas de tampon, elle était encore toute jeune. Donc, il faut vraiment s'inquiéter quand il y a eu une agression de la zone sexuelle. Enfin, voilà. Et évidemment, ça peut être aussi une agression de type attouchement, agression sexuelle. Mais c'est plutôt moins courant, ça, en fait, bizarrement. Le vaginisme, ça peut être aussi déclenché par des choses qu'on a entendues ou vues et qui nous font peur par rapport à la sexualité. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ma mère a eu un accouchement absolument atroce » et donc elles ont tellement peur d'accoucher que leur corps se bloque pour la sexualité, comme si le corps se disait « Moi, je veux pas de grossesse, je veux pas accoucher, jamais. » Et il se bloque. Il y a aussi des femmes, on leur a tellement dit qu'il fallait rester vierge qu'elles ont très peur des rapports sexuels. On leur fait peur de la première fois aussi. On leur dit ça fait très 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 mal la première fois. Donc c'est la peur panique et du coup leur corps se bloque. Et puis je pense qu'il y a un élément qui joue pas mal, c'est la pornographie aussi, parce que quand déjà une jeune femme ou une petite fille elle a eu peur pour diverses raisons, en plus si elle voit de la pornographie, alors là ça rajoute une couche de peur supplémentaire et donc je pense que ça n'aide pas du tout à résoudre ce genre de difficultés. La réponse à la prochaine question va certainement beaucoup aider ceux qui nous écoutent et nous regardent. Comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une relation sexuelle avec pénétration quand une femme souffre de vaginisme? La première chose quand il y a un vaginisme, c'est surtout de ne pas forcer, sinon ça va augmenter la peur et augmenter le vaginisme et il faudra encore plus de temps pour réussir à le dépasser. Donc ensuite, il faut consulter déjà pour voir s'il n'y a pas une anomalie au niveau de la zone sexuelle qui provoque la douleur. Parce que quelquefois, bien sûr le vaginisme en général c'est lié à la peur, mais quelquefois il y a une anomalie, il peut y avoir un hymen qui est très épais ou une bride, on appelle ça. Et donc dans ces cas-là, même si c'est pas le plus fréquent, même si on fait une psychothérapie, si on n'a plus de peur, ça continuera à faire mal, donc ça marchera pas. Donc, il faut quand même un examen gynécologique. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, on travaille sur le plan psychologique et sur le plan corporel pour que la zone sexuelle reprenne confiance, que le mental reprenne confiance et que la zone sexuelle reprenne confiance. Donc, je dis souvent à mes patientes, on fait un travail mental, psychothérapeutique en fait, ou sexothérapeutique, et puis après on peut faire des exercices pour apprivoiser la vulve sur le plan psychique et sur le plan corporel. Mais j'en reparlerai peut-être d'une manière plus détaillée. La femme peut s'entraîner à avoir des contacts au niveau de sa vulve, même avec un doigt à elle, pour voir si ça lui fait trop peur ou trop mal, et petit à petit on arrive à débloquer ça. Très bien, merci docteur. Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'émission où le docteur Solano répond à vos questions. Alors, docteur Solano, Basile de la République démocratique du Congo aimerait savoir si des rapports sexuels irréguliers dus à une grossesse de son épouse peuvent causer une éjaculation précoce.
Alors l'éjaculation précoce, ça n'a pas forcément de lien avec la grossesse, mais on sait en revanche que les rapports sexuels irréguliers, c'est-à-dire que si les rapports sexuels ils sont irréguliers et qu'ils s'espacent surtout, c'est pas l'irrégularité, c'est l'espacement des rapports sexuels, eh bien ça a tendance à provoquer une éjaculation précoce. Et ça n'a rien à voir avec la grossesse. Je prends l'exemple d'un couple qui se voit que tous les 15 jours à cause d'un travail à distance par exemple, ou parce qu'ils habitent pas au même endroit, eh bien il peut se produire une éjaculation précoce que l'homme n'avait pas avant s'ils vivaient ensemble avant ou s'ils vivaient en couple. Donc, pendant la grossesse, si on espace les rapports sexuels, eh bien, une éjaculation précoce peut apparaître, mais c'est pas spécifiquement lié à la grossesse. Alors, quand même, parfois, pendant la grossesse, il peut y avoir un facteur qui va déclencher une éjaculation précoce, c'est si un homme a de l'anxiété à avoir une activité sexuelle avec sa partenaire, parce qu'il peut avoir peur de faire mal au bébé ou de faire mal à sa partenaire, ou il y a des hommes qui disent « moi j'ai l'impression d'être épié par le bébé, qu'on est 3 au lieu d'être 2 à faire l'amour, et donc c'est un peu stressant ». Or, on sait que le stress, bon, quelle que soit la raison, elle peut déclencher une éjaculation plus rapide. Donc ça peut venir de là. Donc je dirais que pour Basile, ça fait 2 raisons de pouvoir vivre une éjaculation précoce peut-être passagère. Le fait d'avoir des rapports plus espacés et puis peut-être le fait d'avoir un stress aussi. Et voici une question de Momar qui a 19 ans et qui dit « J'ai 19 ans et mes seins ont poussé. On appelle ça une gynécomastie. Que puis-je faire ?» La gynécomastie, c'est effectivement des seins qui poussent chez un homme. Alors, on définit ça en médecine comme une prolifération de la glande mammaire. C'est vraiment la glande mammaire qui gonfle. Et il se forme une boule de plus de 2 cm derrière l'aréole. Pourquoi plus de 2 cm? Parce que les hommes, ils ont une glande mammaire, si elle est plus petite que 2 cm, c'est normal. Mais est-ce qu'à 19 ans, c'est normal ou pas, docteur? Il y a 3 moments de la vie d'un homme où une gynécomastie, donc un gonflement des seins, peut se produire chez un homme. Le premier moment, qui est pas très connu, mais c'est fréquent, c'est tout de suite après la naissance. Un petit bébé, s'il est un garçon, eh bien, il va très souvent avoir un gonflement des seins passager les jours suivant la naissance. Et puis, la gynécomastie, ça arrive aussi chez les hommes plus âgés, après 50, 60 ans. Et le troisième moment où on a une gynécomastie vraiment très fréquente, c'est à la puberté. On sait que la moitié des garçons ont une gynécomastie à la puberté, leurs seins se mettent à pousser. Et donc c'est pas assez connu parce que ça inquiète souvent énormément les garçons. Il y a des garçons qui me disent mais j'ai cru que je devenais une femme par exemple. Et en fait c'est plutôt le signe qu'il y a bien de la testostérone qui est là et qui agit. Vous venez de le dire, on peut constater une gynécomastie à 3 stades de la vie, dont la puberté, mais à 19 ans, je pense que Momar a déjà traversé l'étape. Est-ce qu'il devrait s'inquiéter? C'est vrai que chez l'adolescent, donc il y a plus de la moitié des garçons qui ont une gynécomastie, donc les seins qui gonflent à la puberté. Et c'est normal, donc il faut pas s'inquiéter, ça se produit plutôt effectivement entre 13 et 14 ans. Et c'est lié aux phénomènes hormonaux de la puberté. En général, ça dure quand même assez longtemps, ça dure entre 6 mois et 2 ans. Et donc ça peut être angoissant pour un adolescent qui dit j'ai les seins qui poussent de plus en plus, 2 ans c'est quand même loin. Et donc ça peut faire à peu près jusqu'à 16 ans quand même. Alors, par rapport à Momar qui a encore une gynécomastie à 19 ans, ça peut être normal si sa puberté était un petit peu tardive, parce qu'il y a des garçons qui ont la puberté plus tôt, d'autres plus tard, et donc ça peut être ça. Mais on sait que chez 10% des adolescents qui ont une gynécomastie, elle va persister par la suite. Donc ils sont bien embêtés parce qu'ils se retrouvent à l'âge adulte avec des seins, bon pas comme une femme évidemment en général, mais qui sont quand même gonflés. Et il y a des traitements à ce moment-là efficaces par des médicaments ou parfois on fait une intervention chirurgicale, on enlève la glande mammaire. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des gynécomasties qui sont pas normales, qui sont dues à des substances extérieures, à des médicaments par exemple, soi-disant naturels, des fois des huiles ou des crèmes qu'on applique sur la peau, pas forcément ici, sur la peau, et qui ont une action hormonale. Donc il faut faire attention à pas s'appliquer n'importe quoi sur le corps, parce que les substances, elles traversent la peau, elles vont dans l'organisme, et si elles ont des effets qui ressemblent à celles des hormones, ça peut faire ça chez un homme. Passons maintenant à une question de Sidonie qui dit « Quand on a de l'herpès buccal, est-ce contagieux en cas de pratique bucco-génitale? Fellation ou cunnilingus ?»
quand on a de l'herpès buccal en période de crise, c'est très contagieux et donc il faut éviter de toucher son ou sa partenaire avec sa bouche, bien sûr au niveau des baisers, mais aussi au niveau de la zone sexuelle. Parce que même si c'est pas une fellation ou un cunnilingus, par exemple juste un bisou, en fait ça suffit pour transmettre le virus. L'herpès, ça se transmet pas du tout par la pénétration, mais par le simple contact de la peau à la peau. Donc c'est vraiment important de faire attention en période de crise. Et j'ajoute que ce qu'on sait pas tellement en général, c'est que quand on a de l'herpès buccal, on peut contaminer soi-même sa propre zone génitale. Parce que l'herpès, on n'en a pas partout. En général, c'est une zone. Et donc, par exemple, vous avez de l'herpès buccal, vous vous frottez la bouche. Si jamais vous allez aux toilettes, vous vous essuyez ou vous touchez, vous pouvez transférer cet herpès au niveau génital. Donc, il faut vraiment éviter de se toucher la bouche en période de crise. Ah ben, vous pouvez le transmettre à quelqu'un aussi, évidemment, mais... D'accord. Et en dehors des périodes de crise que vous venez d'évoquer, est-ce que le virus peut se transmettre ou pas? Malheureusement, le virus de l'herpès, il peut également se transmettre en dehors des crises d'herpès. Donc, une personne qui n'a pas du tout d'herpès peut transmettre quand même, qui n'a pas de crise, je veux dire, elle a le virus dans son corps, mais elle peut le transmettre. Et quand même, il faut dire que c'est beaucoup moins contagieux en dehors des crises que pendant les crises. Donc, heureusement, mais et donc c'est une question importante, la transmission en dehors des crises, parce que ça provoque des fois des situations gênantes dans les couples. Un des deux partenaires a une crise d'herpès et l'autre se dit il m'a trompé ou elle m'a trompé parce que moi j'ai pas d'herpès, donc il s'est passé quelque chose. Pas forcément. Cette personne peut avoir eu de l'herpès dans son enfance et ne jamais avoir fait de crise pendant des années, puis en faire une tout à coup. Ou ça peut être votre partenaire qui n'a pas eu d'herpès depuis l'enfance, qui vous contamine même sans avoir de crise, et vous tout d'un coup vous avez une crise. Si on vous soupçonne d'infidélité, c'est dommage parce qu'en fait c'est pas forcément le cas. Je dis pas qu'il y a jamais d'infidélité, mais c'est pas forcément le cas. Donc c'est quand même important de le savoir parce que c'est dommage que ça donne des crises de couple alors que c'est quelque chose qui peut arriver. Très bien. Eh bien, nous arrivons au terme de ce 9e épisode de notre émission Santé Intime. Nous espérons que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. Merci à vous, Dr Solano, pour tous ces éclaircissements. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine autour d'un nouveau sujet. Merci beaucoup, Henriette, et puis à bientôt. À bientôt.